Bonsoir. Installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage vers les confins de notre monde connu. Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne en vous demandant ce qui se trouvait au-delà de la dernière étoile visible? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière l'horizon des événements de notre univers? La plupart d'entre nous imaginent le vide infini, ou peut-être simplement une continuation de ce que nous connaissons, des galaxies, des étoiles, des nébuleuses uniformément réparties à l'infini. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'aux limites même du cosmos observable, là où, théoriquement, tout devrait être homogène et prévisible, les scientifiques ont découvert quelque chose? Quelque chose de si gigantesque que son existence remet en question toutes nos conceptions fondamentales de la structure de l'univers. C'est une structure qui, d'après nos meilleures théories, ne devrait tout simplement pas exister. La conférence de sommeil d'aujourd'hui est consacrée à ce monstre cosmique. Nous allons voyager à 10 milliards d'années-lumière de la Terre pour observer le grand mur des Hercule-couronnes boréales. Une anomalie qui force les astrophysiciens du monde entier à revoir les fondements mêmes de la cosmologie. Préparez-vous à découvrir comment cette incroyable découverte a été faite. Pourquoi elle remet en cause tout ce que nous savions de l'univers, et quelle théorie fantastique tente d'expliquer sa nature. C'est l'histoire de la façon dont un simple regard dans les profondeurs du cosmos peut tout changer. Avant de nous diriger vers la structure la plus mystérieuse de l'univers, dressons une carte de notre voyage. Nous devons comprendre le monde dans lequel nous vivons selon les connaissances scientifiques actuelles. Imaginez l'univers. Il est vaste, presque insaisissable, mais les scientifiques disposent d'un principe essentiel qui les aide à s'y orienter. C'est le principe cosmologique. Cela semble complexe, mais son essence est simple. Ce principe stipule que si l'on observe l'univers à une échelle suffisamment grande, il apparaît approximativement le même dans toutes les directions et en tout point. En d'autres termes, il est homogène et isotrope. Il n'y a pas de centre particulier ou de bord distinctif. Où que vous alliez, sur des milliards d'années-lumière, l'image globale reste la même. Des amas de galaxies séparés par d'immenses vides. Imaginez une éponge. De près, vous voyez une structure complexe de parois et de trous, mais de loin, elle ressemble à un matériau uniforme. C'est ainsi que les scientifiques concevaient notre univers aux échelles les plus vastes. Cette idée est le fondement de presque tous nos modèles cosmologiques, y compris la théorie du Big Bang. Et pendant longtemps, toutes les observations ont confirmé ce principe. Les astronomes découvraient des structures gigantesques, comme des superamas de galaxies formant la toile cosmique, mais l'on pensait qu'il existait une limite à leur taille. Cette limite, estimée par calcul, est d'environ 1,2 milliard d'années-lumière. Toute structure plus grande n'aurait tout simplement pas eu le temps de se former durant les 13,8 milliards d'années d'existence de l'univers. C'était une loi inébranlable, une frontière que la pensée scientifique n'osait pas franchir. Et c'est précisément dans ce contexte, ce monde où règne l'ordre et l'homogénéité, qu'apparaît notre protagoniste, une structure qui, par sa seule existence, se moque ouvertement de cette limite. Notre quête pour percer le plus grand mystère du cosmos ne débute pas par l'observation passive de télescopes scrutant l'obscurité, mais au cœur des événements les plus violents et lumineux de l'univers. Les sursauts gamma. Imaginez une étoile colossale, bien plus massive que notre Soleil, ayant épuisé tout son carburant. Elle s'effondre alors sous l'effet de sa propre gravité, provoquant, en une fraction de seconde, une explosion d'une puissance inouïe. En quelques secondes à peine, elle libère l'équivalent de l'énergie que notre Soleil émettra durant ses 10 milliards d'années d'existence. Ce faisceau aveuglant de rayons gamma traverse le cosmos, voyageant pendant des milliards d'années avant d'atteindre finalement nos détecteurs sur Terre. Ces événements, appelés sursauts gamma, sont de loin les phénomènes électromagnétiques les plus lumineux que nous connaissions.
leur puissance est telle que nous pouvons les détecter depuis les confins de l'univers observable. Pour les astronomes, ils agissent comme de véritables balises cosmiques. Les étudier nous permet de sonder le passé lointain et d'observer l'univers tel qu'il était quand il était beaucoup plus jeune. Au début des années 2000, plusieurs observatoires spatiaux, notamment le satellite Swift de la NASA et le satellite italo-néerlandais Beposax, balayaient inlassablement le ciel, enregistrant chacune de ces lointaines éruptions. Bien sûr, leur mission première était d'étudier ces sursauts, leurs causes et leurs répercussions. Cependant, une équipe d'astronomes menée par István Horváth, de l'Université nationale de la fonction publique de Budapest, décida d'exploiter ces mêmes données pour une fin totalement différente. Leur idée était simple, mais géniale. Puisque les sursauts gamma marquent la fin des étoiles massives et que ces dernières naissent au sein des galaxies, il serait possible, en cartographiant la distribution des sursauts, d'établir une carte de la matière dans les recoins les plus lointains de l'univers. Ils se mirent à compiler les données, agissant comme de véritables cartographes cosmiques, notant chaque flash sur une carte tridimensionnelle du ciel. Chaque sursaut gamma devenait un marqueur signalant la présence d'une galaxie distante. Année après année, leur carte gagnait en précision. Ils s'attendaient à y observer ce que le principe cosmologique fondamental prédit: une distribution uniforme et aléatoire des points à travers l'ensemble de la voûte céleste. Cependant, plus ils accumulaient de données, plus une anomalie se dessinait. Dans une région précise du ciel, vers les constellations d'Hercule et de la couronne boréale, les points commençaient à s'agglutiner. Ce n'était clairement pas une simple coïncidence. Les sursauts s'alignaient pour former un immense arc s'étendant sur une portion incroyablement vaste du ciel. Initialement, l'équipe était remplie de scepticisme. Peut-être s'agissait-il d'une erreur dans la collecte des données ou d'un biais systématique lié aux instruments. Ils ont revérifié les calculs maintes et maintes fois, analysé le fonctionnement des télescopes, cherchant désespérément toute explication terrestre ou technique à cette anomalie. Mais plus ils analysaient de données, plus la structure se confirmait. L'anomalie persistait. Au lieu de s'estomper, elle devenait même de plus en plus statistiquement significative. Là-bas, à près de 10 milliards d'années-lumière de nous, dans l'univers encore jeune, se tenait une concentration colossale de matière qui, selon toute logique, n'aurait pas dû exister. C'était le prélude à une découverte qui allait ébranler les fondements de la cosmologie moderne, nous forçant à remettre en question notre compréhension même de l'univers. Commençons par la question centrale. Qu'est-ce que l'équipe d'István Horváth a précisément mis en lumière grâce à sa carte des sursauts gamma? Imaginez que vous leviez les yeux vers le ciel nocturne. Il nous apparaît comme une simple sphère, mais en réalité, c'est une fenêtre sur l'espace tridimensionnel et, chose encore plus importante, sur le passé. La lumière des objets les plus lointains met des milliards d'années à nous parvenir. La région qui a attiré l'attention des scientifiques couvrait une zone immense du ciel. Au départ, ce n'était qu'un simple regroupement de 14 sursauts gamma. Ces phénomènes se situaient à peu près à la même distance de nous, entre 9 et 10 milliards d'années-lumière, et étaient concentrés dans une seule et même région. L'analyse statistique a révélé que la probabilité d'un tel alignement fortuit était infime, inférieure à 1/100%. C'était déjà intriguant, mais la véritable échelle de la catastrophe, du point de vue de la cosmologie standard, est apparue lorsque les chercheurs ont évalué la taille de cette structure. Elle s'étendait sur près de 10 milliards d'années-lumière. Arrêtons-nous un instant pour tenter d'appréhender ce nombre. Notre propre galaxie, la Voie lactée, ne mesure qu'environ 100 000 années-lumière de diamètre. La distance qui nous sépare de la galaxie majeure la plus proche, Andromède, n'est que de 2,5 millions d'années-lumière. La plus grande structure connue à ce jour, le Grand Mur de Sloan, atteignait environ 1,4 milliard d'années-lumière de long
et elle était déjà considérée comme un mastodonte. Or, cette nouvelle structure est presque 7 fois plus grande. Elle est si vaste qu'il faudrait 10 milliards d'années à la lumière pour la traverser d'un bout à l'autre. C'est un chiffre comparable à l'âge de l'univers lui-même, estimé à 13 milliards et 800 millions d'années. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière et que vous commenciez votre périple à l'une de ses extrémités au moment du Big Bang, vous n'auriez toujours pas atteint l'autre bord aujourd'hui. Cette structure occupe plus de 10% du diamètre total de l'univers observable. Imaginez une carte du monde. Et maintenant, figurez-vous un pays qui représenterait un dixième de la surface terrestre. Ce n'est plus seulement un pays, c'est un continent entier dont l'existence était totalement insoupçonnée. Les scientifiques ont baptisé leur découverte le Grand Mur de Hercule Couronne boréale, en référence aux constellations dans la direction desquelles on l'observe. Il ne s'agit pas d'un mur solide, au sens littéral du terme. C'est plutôt un filament ou un fil géant au sein de la toile cosmique, un complexe lié par la gravité, constitué de superamas de galaxies, de gaz et probablement de matière noire. Nous n'en voyons que les points les plus brillants, les galaxies où se sont produits les sursauts gamma. Mais ces points, tels des pointes d'iceberg, signalent l'existence de quelque chose de bien plus massif et étendu, tapi dans les profondeurs de l'espace. La découverte de cette structure est comparable au moment où d'anciens cartographes, qui dessinaient des dragons aux confins du monde, auraient soudainement trouvé, au-delà de ses limites, un nouveau continent qui ne cadrait avec aucune de leurs notions de géographie. Ce n'était pas juste un nouveau détail sur la carte de l'univers. C'était un détail qui obligeait à jeter la carte entière et à la redessiner à partir de zéro, en se demandant quels autres monstres inimaginables pourraient se cacher dans les océans inexplorés du cosmos. Mais alors, pourquoi l'existence de ce grand mur d'Hercule Couronne boréale est-elle un problème si fondamental pour la science? Pour le comprendre, il nous faut revenir au principe cosmologique que nous avons évoqué précédemment. Ce principe d'homogénéité et d'isotropie n'est pas une simple et belle idée philosophique. C'est la pierre angulaire sur laquelle est bâti tout l'édifice de la cosmologie moderne. Il est intégré aux équations de la relativité générale d'Einstein, celles qui décrivent l'évolution de l'univers. Selon ces équations et la théorie du Big Bang, l'univers a débuté dans un état extrêmement chaud et dense. Dans les premiers instants suivant l'explosion, il existait de minuscules fluctuations quantiques, de microscopiques différences de densité. Avec le temps, à mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, la gravité a commencé à amplifier ces fluctuations. Là où la densité était légèrement supérieure, la matière s'est concentrée, formant les germes des futures galaxies et amas. Là où elle était plus faible, de vastes vides, des voïdes, se sont créés. On peut comparer ce processus à des gouttes d'eau qui fusionnent sur une vitre embuée pour former des ruisseaux. Les simulations informatiques basées sur ce modèle reproduisent admirablement le tableau de l'univers que nous observons. Une toile cosmique faite de filaments et de murs entourant d'immenses vides. Mais ces simulations sont soumises à une contrainte majeure. La vitesse à laquelle ces structures peuvent se développer est limitée par la vitesse de la lumière et par l'expansion cosmique. En 13,8 milliards d'années, il n'y a tout simplement pas eu physiquement assez de temps pour qu'une structure dépasse environ 1,2 milliard d'années-lumière. L'information sur l'attraction gravitationnelle n'aurait pas pu circuler d'un bout à l'autre d'une telle entité pour la maintenir cohérente. C'est la limite théorique, surnommée le fin de la grandeur, the end of greatness. On pensait qu'aux échelles supérieures à cette limite, l'univers devait devenir parfaitement lisse et homogène, semblable à cette fameuse éponge vue de loin. Maintenant, imaginez le grand mur des Hercule Couronne boréale, avec sa taille de 10 milliards d'années-lumière, qui fait irruption dans cette élégante structure. Il est 7 à 8 fois plus grand que le maximum théoriquement permis.
C'est l'équivalent de trouver sur Terre un arbre de 10 km de haut ou un animal pesant 1 million de tonnes. Ce n'est pas une simple anomalie, c'est une violation flagrante d'un principe fondamental. Son existence implique que soit nos modèles de formation, des structures après le Big Bang, sont fondamentalement erronés, soit la théorie du Big Bang elle-même et le principe cosmologique nécessitent une remise en question radicale. C'est un véritable défi jeté à la face de toute la cosmologie contemporaine. Si ce mur est réel, cela signifie que des processus totalement insoupçonnés ont opéré ou opèrent encore dans l'univers. Peut-être que la matière dans l'univers primordial n'était pas distribuée aussi uniformément que nous le pensions. Ou peut-être que des mécanismes exotiques ont permis aux structures de se développer beaucoup plus rapidement. Cela ébranle absolument tout, de notre compréhension de la gravité jusqu'à nos modèles des toutes premières secondes de l'existence de l'univers. Le grand mur n'est donc pas seulement un objet, c'est une question que l'univers nous pose. Et la réponse pourrait transformer radicalement notre perception du cosmos. Face à une découverte aussi stupéfiante, la communauté scientifique a naturellement réagi avec un profond scepticisme. C'est la règle d'or en science. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. L'idée qu'une structure mesurant 10 milliards d'années-lumière puisse réellement exister était si radicale qu'il était impératif, avant toute chose, d'éliminer toutes les erreurs potentielles et toutes les explications alternatives, même les moins exotiques. La principale source de doute résidait dans la méthode de détection. Il faut rappeler que ce mur n'a pas été découvert par l'observation directe des galaxies, mais par l'étude de la distribution des sursauts gamma. Les sursauts gamma sont des événements rares et aléatoires. Nous n'observons que ceux qui se produisent dans des galaxies situées sur notre ligne de visée et dont les jets relativistes sont orientés précisément vers la Terre. Autrement dit, nous ne captons qu'une infime fraction de tous les sursauts existants. Les critiques avançaient que l'amas observé pourrait n'être qu'une simple anomalie statistique, un pur hasard. Peut-être avons-nous simplement eu la chance de capter plusieurs sursauts dans une seule direction, alors que dans d'autres régions du ciel, il y en avait tout autant. Mais leurs rayons sont passés à côté de nous. C'est un peu comme si, en observant une ville, la nuit depuis l'espace, on voyait plusieurs projecteurs très lumineux regroupés. On pourrait en déduire qu'il y a là un immense stade, mais cela pourrait tout aussi bien n'être que quelques panneaux publicitaires positionnés de manière aléatoire. Un autre argument majeur des sceptiques concernait un possible biais systématique dans les observations. Nos instruments ne sont pas parfaits. Les télescopes spatiaux, qui enregistrent les sursauts diamant-gamma, possèdent des sensibilités variables selon les régions du ciel. Peut-être que dans la direction des constellations d'Hercule et de la couronne boréale, le télescope Swift était, pour une raison ou une autre, plus sensible, ou alors soumis à des bruits de fond qui auraient faussement augmenté le nombre d'événements enregistrés. Les scientifiques, à l'origine de la découverte, avaient, bien entendu, pris en compte ces facteurs et mené des tests statistiques sophistiqués afin de prouver que leurs résultats n'étaient ni une coïncidence ni une erreur. Ils ont divisé le ciel en différentes sections, comparé les distributions et démontré que la concentration observée de sursauts était statistiquement très significative. Mais les disputes n'ont pas cessé. Certains chercheurs ont même émis l'hypothèse que la capacité des sursauts gamma à être de bons indicateurs de la distribution de la matière était surestimée. Il se pourrait que les conditions nécessaires à ces explosions cosmiques massives soient déjà plus fréquentes dans certains types spécifiques de galaxies ou dans des zones présentant une composition chimique particulière, et que ce soit cela, plutôt que la densité générale de la matière, qui crée l'illusion d'une structure. Ce débat scientifique se poursuit encore aujourd'hui. La grande muraille d'Hercule couronne boréale se trouve en quelque sorte dans des limbes scientifiques. D'un côté, des données substantielles suggèrent son existence.
De l'autre, la méthode de détection n'est pas fiable à 100%. De nombreux scientifiques restent donc dans l'expectative, exigeant une confirmation par d'autres moyens, par exemple un balayage en profondeur de cette zone du ciel à la recherche des galaxies elles-mêmes, et non plus seulement des sursauts qui s'y produisent. C'est le processus normal de la science. Avant de réécrire les manuels, il faut être absolument certain que ce n'est pas un mirage. Mais ce sont précisément ces découvertes controversées et ces mystères non résolus qui font avancer la recherche, nous forçant à inventer de nouvelles méthodes et à élaborer de nouvelles théories. Admettons pour un instant que les sceptiques aient tort et que le grand mur de Hercule Couronne boréal soit une réalité. Qu'est-ce qui aurait pu engendrer ce léviathan cosmique ? Quelles forces exotiques ont œuvré dans l'univers primitif pour agglomérer une quantité de matière aussi colossale, au mépris de toutes nos lois physiques actuelles? L'une des hypothèses les plus fascinantes et les plus débattues est la théorie des cordes cosmiques. Pour comprendre de quoi il s'agit, nous devons revenir aux tout premiers instants suivant le Big Bang. L'univers était incroyablement chaud et dense et, selon les physiciens, se trouvait dans un état de haute symétrie. À mesure qu'il s'étendait et se refroidissait, des transitions de phase se sont produites, un peu comme l'eau se transformant en glace en gelant. Lorsque l'eau gèle, les cristaux de glace commencent à se former en différents points et dans différentes directions. Quand ces cristaux en croissance se rencontrent, des défauts apparaissent à leurs limites, des fissures dans la structure de la glace. La théorie prédit qu'un phénomène similaire a pu se produire dans l'univers primordial. Tandis qu'il se refroidissait, les différents champs qui imprègnent l'espace-temps se sont figés dans leur état d'énergie minimaux. Si ces champs se sont figés de manière différente selon les régions, des défauts ont pu émerger à leurs frontières. Ces défauts ne sont pas des fissures au sens habituel, mais des objets exotiques. En fonction du type de transition de phase, différents types de défauts ont pu apparaître, des défauts ponctuels, comme les monopôles magnétiques, des défauts bidimensionnels, les murs de domaine, et, ce qui nous intéresse le plus, des défauts unidimensionnels, les cordes cosmiques. Une corde cosmique est une ligne d'énergie hypothétique, incroyablement fine, mais dotée d'une masse et d'une tension colossale. Elle pourrait s'étendre sur des distances gigantesques, peut-être à travers tout l'univers observable. Bien plus fine qu'un proton, un seul centimètre de cette corde pourrait peser l'équivalent du mont Everest. Si elles existent, ces cordes se seraient formées dans la première seconde après le Big Bang et auraient persisté jusqu'à aujourd'hui. Quel est leur rapport avec notre grand mur ? Un rapport très direct. Les cordes cosmiques possèdent une gravité immense. Elles auraient bien pu agir comme des semences gravitationnelles. Traversant l'univers primitif, une telle corde aurait attiré la matière environnante, gaz, poussière et matière noire, la forçant à se condenser le long de son passage. Au fil des milliards d'années, un gigantesque filament de galaxies et d'amas, bien au-delà des dimensions permises par le modèle standard, aurait pu se développer le long de cette corde primordiale. Ainsi, le grand mur de Hercule Couronne boréal pourrait n'être rien d'autre que l'ombre portée par l'une de ces antiques reliques cosmiques. Nous ne verrions pas la corde elle-même, mais la conséquence de sa gravité, l'amas colossal de galaxies qu'elle a rassemblées. Cette théorie est particulièrement élégante, car elle explique non seulement la taille immense du mur, mais aussi sa forme allongée et filamenteuse. De plus, l'existence des cordes cosmiques est prédite par certaines versions de la théorie des cordes et d'autres théories de grande unification qui tentent de rassembler toutes les forces fondamentales de la nature. Découvrir une preuve de leur existence représenterait une avancée majeure en physique. Pour l'heure, les cordes cosmiques demeurent des objets purement hypothétiques. Les recherches continuent, notamment par l'analyse du fond diffus cosmologique ou la recherche de lentilles gravitationnelles spécifiques, mais aucune preuve concluante n'a encore été trouvée. Toutefois, si le grand mur est bien réel, il pourrait devenir le premier et le plus solide
des arguments en faveur de l'existence de ces filaments exotiques tissant la trame de l'espace-temps. Si l'hypothèse des cordes cosmiques vous paraît déjà trop exotique, alors préparez-vous à des idées encore plus sidérantes. Et si le grand mur de Hercule Couronne boréale n'était pas un simple objet au sein de notre univers, mais le signe qu'il existe quelque chose de bien plus grand au-delà de ses frontières? Et si c'était une cicatrice, l'empreinte laissée par une interaction avec un autre monde? Ce fil de raisonnement nous plonge au cœur de l'un des concepts les plus époustouflants de la physique moderne, la théorie du multivers. L'idée selon laquelle notre univers n'est pas le seul, mais simplement l'un des membres d'une collection infinie d'autres univers composant ce multivers grandiose, est débattue depuis longtemps par les physiciens et les philosophes. Il existe plusieurs versions de cette théorie. Par exemple, l'inflation éternelle suggère que le Big Bang qui a donné naissance à notre monde n'était pas un événement unique. L'inflation cosmique, cette période d'expansion ultra rapide dans les premiers instants, ne cesserait de se produire, engendrant sans fin de nouvelles bulles d'univers, chacune avec ses propres lois physiques. Ces univers-bulles peuvent s'étendre sans jamais prendre conscience de l'existence des autres. Mais que se passerait-il si deux de ces bulles s'étaient heurtées ou simplement frôlées dans un passé lointain? Un tel événement n'aurait pas pu se dérouler sans laisser de traces. L'impact gravitationnel d'un univers voisin aurait pu laisser une puissante empreinte sur le nôtre, provoquant des perturbations massives dans la densité de la matière. Le grand mur de Hercule Couronne boréale pourrait être précisément cette contusion ou cette cicatrice résultant d'un accident cosmique survenu il y a des milliards d'années. Ce regroupement gigantesque de matière se serait formé le long de la ligne de perturbation gravitationnelle laissée par l'univers qui nous a frôlés. Une autre version de cette idée provient de la théorie des cordes, ou plus précisément de son extension, la M-théorie. Dans ce modèle, notre univers tridimensionnel est représenté comme une membrane, une brane, flottant dans un espace multidimensionnel appelé volume ou hyperespace. D'autres branes, c'est-à-dire d'autres univers parallèles, peuvent exister dans cet hyperespace. Habituellement, elles n'interagissent pas entre elles, mais la théorie admet la possibilité de leur collision. Un tel choc serait un événement cataclysmique, capable potentiellement de déclencher un nouveau Big Bang, mais même si les branes se sont simplement frôlées, leur interaction gravitationnelle aurait pu laisser une trace. Le grand mur pourrait être l'endroit où notre brane-univers a été froissé gravitationnellement par une autre brane. Certes, tout cela relève de la science-fiction. Nous ne possédons aucune preuve directe de l'existence d'autres univers. Ces idées se trouvent à la limite de la physique théorique et demeurent extrêmement spéculatives. Les vérifier expérimentalement est incroyablement difficile, voire impossible. Elles restent néanmoins séduisantes, car elles offrent une explication potentielle à des phénomènes qui ne rentrent pas dans le cadre standard du monde. Si nous observons une structure dans l'univers qui n'a pu se former par des causes internes, il est logique de supposer une influence extérieure. Et quelle force extérieure pourrait être plus puissante qu'un univers tout entier? Ainsi, en contemplant cet amas lointain d'éclairs gamma, nous pourrions bien être en train d'observer la première preuve indirecte de l'existence du multivers. C'est une pensée à la fois effrayante et fascinante. Elle signifie que notre monde pourrait être infiniment plus vaste et complexe que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Prenons un peu de recul par rapport aux théories les plus audacieuses et voyons comment la Grande Muraille s'intègre dans le cadre actuel de notre compréhension de l'univers, non sans quelques nuances. Nous savons que la matière visible, étoiles, gaz, poussière, ne représente qu'environ 5% de la masse énergie totale de l'univers. Environ 27% sont attribués à la mystérieuse matière noire et 68% à l'énergie noire, encore plus énigmatique. C'est peut-être dans ces composantes sombres que réside la clé de l'énigme de cette structure gigantesque.
La matière noire est cette substance invisible qui n'émet ni n'absorbe de lumière, mais dont la présence est trahie par son impact gravitationnel. On la considère comme la principale sculptrice de la structure à grande échelle de l'univers. Les amas de matière noire, formés dès l'univers primordial, ont créé des puits de gravité où la matière ordinaire, ou baryonique, a ensuite coulé, donnant naissance aux galaxies et à leurs amas. La toile cosmique que nous observons n'est en substance qu'une armature visible bâtie sur le fondement invisible de la matière noire. Et si la grande muraille d'Hercule Couronne boréale n'était qu'un filament extraordinairement grand et dense dans cette toile de matière noire, il est possible que, pour une raison encore inconnue, les fluctuations initiales de densité de la matière noire aient été anormalement élevées dans cette région de l'espace. Cela aurait engendré la formation de ce filament géant qui a ensuite attiré une quantité colossale de matière ordinaire. Selon ce scénario, nul besoin d'évoquer des objets exotiques comme des cordes cosmiques ou des collisions avec d'autres univers. Nous restons dans le cadre du modèle cosmologique standard, mais nous devons admettre qu'il permet des fluctuations beaucoup plus extrêmes que ce que nous avions anticipé. Ceci soulève une nouvelle question. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer des fluctuations primordiales d'une telle ampleur? La réponse pourrait être liée au processus survenu durant l'époque de l'inflation, cette expansion ultra rapide de l'univers dans la première fraction de seconde de son existence. Peut-être que l'inflation n'a pas été aussi lisse et homogène qu'on le croit généralement, et qu'elle a laissé derrière elle des cicatrices, sous forme de régions de densité anormalement élevées. D'un autre côté, il y a l'énergie noire, cette force mystérieuse qui pousse l'univers à se dilater de manière accélérée. Sa nature demeure l'une des plus grandes énigmes de la physique. Nous ignorons s'il s'agit d'une constante cosmologique, comme l'avait imaginé Einstein, ou si sa densité évolue avec le temps. L'influence de l'énergie noire s'oppose à la gravité. Elle étire l'espace, entravant la croissance des structures. Cependant, si dans le passé, lorsque l'univers était plus jeune et plus dense, l'influence de l'énergie noire était plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui, cela aurait pu donner à la gravité plus de temps et de latitude pour former des structures de taille aussi colossale. L'étude de la Grande Muraille pourrait donc nous fournir une clé essentielle pour comprendre la nature de l'énergie noire. Si nous parvenons à prouver que de telles structures peuvent réellement se former, nous devrons réviser nos modèles d'évolution cosmique et potentiellement modifier notre perception de l'équilibre entre la gravité et l'énergie noire. Cette grande muraille agit comme un dynamomètre cosmique géant, mesurant la force de ces composantes fondamentales de notre réalité. Une seule anomalie peut ainsi être reliée aux mystères les plus profonds de la cosmologie. Pour l'expliquer, nous sommes contraints d'aborder tous les aspects, de la nature de la matière noire à l'évolution de l'énergie noire, en passant par les tout premiers instants de l'univers. Quel avenir pour l'énigme du grand mur d'Hercule Couronne boréale? Comment pourrons-nous confirmer ou infirmer définitivement son existence et, si elle est avérée, comprendre sa nature? La réponse réside dans les futures générations de télescopes et de programmes d'observation qui promettent de révolutionner notre vision du cosmos. Le principal problème des données actuelles, comme nous l'avons déjà mentionné, est leur nature indirecte. Nous détectons ce mur par la répartition des sursauts gamma et non par l'observation directe des galaxies qui le composent. Pour trancher ce débat, il est impératif de mener une étude profonde et détaillée de cette région du ciel avec les télescopes les plus puissants. Nous devons établir une carte tridimensionnelle de la répartition des galaxies dans cette zone pour déterminer si elles y forment réellement une structure superdense. C'est une tâche titanesque. Nous parlons ici d'une zone de l'espace s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Les galaxies, à de telles distances, sont extrêmement faibles. Les observer et mesurer leur distance, afin de s'assurer qu'elles appartiennent bien à la même structure et ne sont pas simplement projetées par hasard sur la même région du ciel.
nécessite des centaines, voire des milliers d'heures de temps d'observation sur les plus grands télescopes du monde. De grands espoirs reposent sur les nouvelles observatoires. Par exemple, le télescope spatial James Webb, avec sa sensibilité sans précédent dans l'infrarouge, est capable de sonder les recoins les plus éloignés et les plus poussiéreux de l'univers primordial. Il pourrait potentiellement éclairer le mur présumé et détecter les galaxies qui le constituent. Un autre instrument clé est le télescope Euclide de l'Agence spatiale européenne, spécialement conçu pour cartographier la structure à grande échelle de l'univers. Son objectif principal est l'étude de l'énergie et de la matière noire en mesurant avec précision la répartition de milliards de galaxies. Même si son programme d'observation principal ne couvre pas toute la zone du Grand Mur, ces données nous aideront à mieux comprendre les tailles maximales de structures qui sont théoriquement possibles dans l'univers. Sur Terre, l'observatoire Vera C. Rubin, au Chili, se prépare à son lancement. Ce télescope mènera une étude de 10 ans de l'ensemble du ciel austral, créant le film de l'univers le plus profond et le plus détaillé jamais réalisé. Ces données permettront de détecter et de cartographier des milliards de galaxies, nous offrant des statistiques sans précédent pour la recherche et l'étude des structures supermassives. Si le grand mur des Hercule-Couronne boréale est réel, des structures similaires, bien que peut-être moins vastes, devraient exister ailleurs dans le ciel. Les futures études du ciel nous permettront soit de les découvrir, confirmant que notre univers n'est pas aussi homogène que nous le pensions, soit, à l'inverse, de démontrer que le mur est une anomalie unique, ce qui ne ferait qu'approfondir son mystère. Par ailleurs, des progrès sont également attendus dans l'étude des ondes gravitationnelles et du fond diffus cosmologique. Si le mur a été généré par des cordes cosmiques, celles-ci pourraient avoir laissé des traces spécifiques dans la polarisation du rayonnement fossile ou être la source d'un bruit de fond d'ondes gravitationnelles. Les futurs détecteurs d'ondes gravitationnelles, comme LISA, pourraient être capables de capter ces signaux faibles de l'univers primordial. Nous sommes donc à l'aube d'une nouvelle ère en cosmologie. L'énigme du Grand Mur est l'un des principaux défis qu'elle doit relever, et les instruments pour y répondre sont déjà en construction. Il est possible que d'ici 10 ou 20 ans, nous obtenions enfin une réponse. Quelle qu'elle soit, elle modifiera à jamais notre compréhension du cosmos. Revenons au cœur du problème, le principe cosmologique. Pendant près d'un siècle, il a servi de véritable étoile polaire aux cosmologues. L'idée que l'univers soit partout le même, dans toutes les directions et à grande échelle, était non seulement élégante, mais aussi extrêmement pratique. Elle permettait aux scientifiques de bâtir des modèles mathématiques relativement simples de l'univers entier, sans avoir à se préoccuper de la position exacte de chaque amas de galaxies. C'est un peu comme si un climatologue pouvait modéliser le climat de toute la Terre sans tenir compte de la météo dans chaque ville spécifique. Les modèles basés sur ce principe ont connu un succès incroyable. Ils ont prédit l'expansion de l'univers, l'existence du fond diffus cosmologique, l'écho du Big Bang, ainsi que le bon ratio des éléments légers, comme l'hydrogène et l'hélium, formés lors des premières minutes de l'existence du cosmos. Toutes ces prédictions ont été brillamment confirmées par les observations. Il semblait que nous avions enfin trouvé la bonne voie pour comprendre l'agencement du monde. Cependant, comme c'est souvent le cas en science, la nature s'est révélée plus complexe et plus fascinante que nos modèles. Le grand mur d'Hercule-Couronne boréale n'est pas la première fissure dans l'édifice du principe cosmologique, mais c'est assurément la plus sérieuse. Bien avant sa découverte, les astronomes avaient déjà identifié d'autres structures qui semblaient dépasser la limite théorique. Par exemple, en 2003, fut découvert le grand mur de Sloan, s'étendant sur près d'1,5 milliard d'années-lumière. Puis, en 2013, le grand groupe de quasars, un cluster de 73 quasars mesurant environ 4 milliards d'années-lumière. Chacune de ces découvertes
provoqué de vifs débats au sein de la communauté scientifique. Les défenseurs du modèle standard soutenaient qu'il ne s'agissait que d'aberrations statistiques, les plus grandes possibles, mais qui s'inscrivaient néanmoins dans le cadre général des fluctuations aléatoires. Ils disaient « Si vous lancez une pièce de monnaie suffisamment de fois, tôt ou tard, vous obtiendrez 100 fois, pile ou face d'affilée. Cela ne viole pas les lois de la probabilité, c'est juste un événement rare. » Mais avec l'apparition de ce grand mur, qui surpasse les précédents détenteurs de records de plusieurs fois, cet argument s'affaiblit considérablement. Ce n'est plus 100 fois la même face d'affilée, c'est 1000. À un certain moment, il faut admettre que la pièce n'est peut-être pas honnête. Et si l'univers n'était en réalité pas homogène aux plus grandes échelles? Et si notre bulle observable d'un diamètre de 93 milliards d'années-lumière n'était qu'une petite partie, peut-être même atypique, d'un méta-univers beaucoup plus vaste? Peut-être vivons-nous dans une région à densité anormalement élevée, tandis que d'autres pourraient être beaucoup plus désertes, ou inversement, encore plus structurées. Si nous devions renoncer aux principes cosmologiques, les conséquences seraient colossales. Cela signifierait que nos modèles actuels de l'univers ne sont qu'une approximation locale et que nous ne pouvons pas extrapoler nos conclusions à l'univers dans son ensemble avec certitude. Cela complexifierait absolument tout. Nos estimations de l'âge de l'univers, sa composition, son avenir. Ce serait l'équivalent d'une révolution copernicienne. À cette époque, nous avons compris que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Aujourd'hui, nous devons peut-être admettre que notre région de l'univers n'est pas typique non plus. C'est une pensée à la fois effrayante et libératrice. Elle ouvre la voie d'eau à des théories et des idées totalement nouvelles. Ce grand mur est peut-être la clé d'une compréhension nouvelle et plus profonde de notre place dans le cosmos. Pour bien saisir la nature révolutionnaire de la découverte du grand mur, faisons un petit détour par l'histoire de la cartographie cosmique. Pendant des millénaires, la carte du cosmos s'est limitée pour l'homme à 2 dimensions. Les anciens astronomes dessinaient les étoiles et les constellations sur des atlas célestes, les représentant comme de simples points sur une sphère de cristal. La percée survint au début du XXe siècle, lorsque des scientifiques comme Vesto Slipher et Edwin Hubble apprirent à mesurer les distances de ces lointaines nébuleuses, réalisant qu'elles étaient en réalité d'autres galaxies, similaires à notre Voie lactée. L'univers gagna alors sa 3e dimension, la profondeur. La carte du cosmos était désormais tridimensionnelle. Au milieu du XXe siècle, les astronomes ont entrepris les premiers relevés systématiques du ciel, s'efforçant de positionner des milliers de galaxies sur cette nouvelle carte 3D. Les premiers résultats furent stupéfiants. Les galaxies n'étaient pas réparties au hasard. Elles s'assemblaient en groupes et en amas. Notre propre galaxie, la Voie lactée, faisait partie du soi-disant groupe local, lui-même inclus dans le gigantesque superamas de la Vierge. Dans les années 80, Margaret Geller et John Huchra, lors de leur relevé des décalages vers le rouge des galaxies, firent l'une des plus grandes découvertes de la cosmologie. Ils mirent au jour le Grand Mur CFA2. C'était une structure plate et gigantesque, composée de milliers de galaxies, s'étendant sur 500 millions d'années-lumière. Pour la première fois, il devint évident que l'univers possédait une structure semblable à de la mousse de savon ou à une éponge, constituée de murs, plats et de filaments, allongés qui encerclent d'immenses régions pratiquement vides, appelées les vides ou voides. Cette découverte donna naissance à tout un domaine de l'astronomie, la cosmographie ou la cartographie de la structure à grande échelle. D'autres découvertes suivirent. Les projets d'EDF, 2 Degree Field Galaxy Redshift Survey, et SDSS, Sloan Digital Sky Survey, cartographièrent des millions de galaxies, révélant la toile cosmique dans toute sa splendeur. C'est d'ailleurs dans les données du SDSS
qu'en 2003 fut repéré le grand mur de Sloan, qui devint à l'époque le plus grand objet connu de l'univers, avec une extension d'1,4 milliard d'années-lumière. Chacune de ces avancées repoussait les limites de ce que nous savions, mais globalement, elles restaient cohérentes avec le modèle cosmologique standard. On estimait que le grand mur de Sloan représentait ce que l'on appelait le fin du gigantisme, the end of greatness, la plus grande structure que l'univers pouvait théoriquement former. Et c'est dans ce contexte que, après des décennies de cartographie minutieuse, apparaît le grand mur des Hercule Couronne boréale. Il n'est pas simplement un peu plus grand que le précédent détenteur du record, il est 7 fois plus grand. Ce n'est plus une simple étape dans notre connaissance, c'est un saut dans une toute autre catégorie. Par rapport à lui, tous les précédents grands murs ne font figure que de simples palissades. Cette découverte prouve que l'histoire de la cartographie de l'univers est loin d'être terminée. Nous pensions avoir dessiné les principaux continents sur notre carte et qu'il ne restait plus qu'à affiner les détails du littoral. Mais il s'avère que nous naviguons peut-être encore dans une petite baie et qu'au-delà de l'horizon, tout un nouvel océan inexploré nous attend, avec des îles et des continents de dimensions inimaginables. Cela nous rappelle à l'humilité. L'univers aura toujours le pouvoir de nous surprendre, et les découvertes les plus excitantes sont peut-être encore à venir. Tentons de visualiser cette formation titanesque pour mieux appréhender son échelle colossale. Imaginez notre galaxie, la Voie lactée. C'est un disque de centaines de milliards d'ans d'étoiles, mesurant 100 000 années-lumière de diamètre. Maintenant, réduisons-la à la taille d'un grain de sable. À cette échelle, Andromède, la galaxie majeure la plus proche, serait un autre grain de sable situé à 2,5 cm de distance. Notre superamas de la Vierge, qui contient des milliers de ces grains de sable, formerait une sphère d'environ 1 mètre de diamètre. Et maintenant, à cette même échelle, essayons d'imaginer le grand mur de Hercule Couronne boréale. Il se présenterait sous la forme d'un fil, composé de ces grains de sable et de ces sphères s'étirant sur 10 km de long. 10 km. C'est une structure qui, comparée à notre galaxie, est aussi immense que la distance entre Moscou et Saint-Pétersbourg l'est par rapport à la taille d'un être humain. Prenons une autre analogie. Le diamètre de l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. Réduisons tout l'univers observable à la taille du globe terrestre. À cette échelle, notre galaxie, la Voie lactée, serait plus petite qu'un atome. Et le grand mur des Hercule Couronne boréale serait une structure s'étendant de l'Amérique du Nord à l'Europe, tel un gigantesque plateau sous-marin. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un mur monolithique et solide. Ce n'est pas une maçonnerie de briques. C'est un complexe lié par la gravité, constitué de superamas de galaxies, qui sont eux-mêmes des amas d'amas de galaxies. D'immenses filaments de gaz chaud et, vraisemblablement, de matière noire s'étendent entre ces superamas. De plus, les galaxies au sein de cette structure sont séparées par des millions d'années-lumière de vide. Néanmoins, la densité de matière à l'intérieur de cette structure est nettement supérieure à la moyenne de l'univers. Si nous pouvions la traverser à bord d'un vaisseau spatial, nous ne verrions pas une distribution aléatoire de galaxies, mais une concentration évidente le long d'une direction définie. Nous volerions d'un superamas riche à l'autre, et ce voyage à une vitesse proche de celle de la lumière nous prendrait 10 milliards d'années. Un autre fait stupéfiant concerne son âge, ou plus précisément, l'époque à laquelle nous l'observons. La lumière qu'elle émet a voyagé jusqu'à nous pendant 10 milliards d'années. Cela signifie que nous la voyons telle qu'elle était lorsque l'univers n'avait que 3,8 milliards d'années. Elle existait déjà sous cette forme gigantesque à cette époque lointaine, alors même que notre système solaire n'avait pas encore commencé à se former. Cela rend son existence encore plus mystérieuse. La gravité a eu moins de temps pour rassembler cette machine gigantesque. C'est comme découvrir un gratte-ciel entièrement achevé sur des photographies du XIXe siècle.
Cela ne fait pas qu'enfreindre les lois. Cela remet en question la notion même de temps et de vitesse des processus. Visualiser de telles échelles nous aide à nous éloigner des chiffres bruts pour ressentir toute la profondeur et l'étrangeté de cette découverte. C'est une structure qui défie non seulement nos théories, mais aussi notre imagination. Elle nous rappelle que le cosmos est un endroit où la réalité peut se révéler bien plus fantastique que toutes nos inventions. Comment est-il possible qu'une structure aussi gigantesque soit restée inaperçue pendant si longtemps? Les astronomes passeront pourtant des décennies à sonder le ciel avec des instruments de plus en plus puissants. La réponse réside dans plusieurs facteurs. Premièrement, son immense distance. 10 milliards d'années-lumière, c'est littéralement la limite de l'univers observable. Les galaxies situées à une telle distance sont incroyablement faibles, leur lumière étant fortement atténuée et étirée par l'expansion de l'univers, ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Distinguer les galaxies individuelles qui composent ce mur, et encore moins cartographier leur emplacement exact, nécessite les télescopes les plus avancés et des temps d'exposition extrêmement longs. La plupart des relevés du ciel manquent tout simplement de la profondeur nécessaire pour explorer si loin et avec une telle précision. Deuxièmement, sa taille angulaire sur la voûte céleste. Le grand mur s'étend sur un angle de plus de 70 degrés. C'est une région colossale. À titre de comparaison, la pleine lune n'occupe qu'un demi-degré dans le ciel. Autrement dit, le mur est 140 fois plus large que le disque visible de la Lune. Aucun télescope ne peut couvrir une telle zone en une seule fois. Pour la cartographier, il faudrait réaliser une mosaïque de milliers de clichés individuels. Cela exige des ressources et un temps d'observation considérable. C'est pourquoi la plupart des recherches se concentrent sur des portions de ciel plus petites, mais sondées en profondeur, dans l'espoir d'y trouver quelque chose d'intéressant. L'idée même de rechercher délibérément une structure d'une taille aussi gigantesque n'est tout simplement pas venue à l'esprit de beaucoup, car cela allait à l'encontre de la théorie établie. Troisièmement, comme nous l'avons mentionné, sa découverte a été rendue possible grâce à une méthode non conventionnelle, l'utilisation des sursauts gamma comme indicateur. Les méthodes traditionnelles de recherche de structures à grande échelle reposent sur la cartographie des galaxies elles-mêmes. C'est un processus fiable, mais très lent et laborieux, surtout à de grandes distances. Les sursauts gamma, quant à eux, étant extrêmement lumineux, sont visibles de très loin et permettent de sonder l'univers en profondeur d'un seul coup. Ce fut une sorte de raccourci scientifique qui a permis de voir ce qui était caché par les techniques habituelles. On pourrait dire que le grand mur se cachait à la vue de tous. Ses composants, les galaxies lointaines, sont certainement apparus sur de nombreuses images astronomiques. Mais personne n'avait réussi à assembler ces points dispersés en une image cohérente jusqu'à ce que le bon outil et la bonne idée fassent leur apparition. C'est une leçon très éclairante sur l'importance en science, non seulement des nouvelles technologies, mais aussi des nouvelles approches et de la volonté de penser hors des sentiers battus. Parfois, pour voir la forêt, il faut cesser de regarder les arbres individuellement et prendre de la hauteur, en utilisant un angle de vue inattendu. Dans ce cas précis, les sursauts gamma sont devenus le satellite, qui a permis de saisir l'image complète et d'apercevoir les contours de ce continent cosmique encore jamais vu. Revenons aux explications alternatives et penchons-nous dessus plus attentivement. Et si ce grand mur n'était en réalité qu'une illusion d'optique, une sorte de mirage cosmique? L'une de ces hypothèses s'appuie sur le phénomène de lentille gravitationnelle. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, les objets massifs, tels que les amas de galaxies, courbent l'espace-temps autour d'eux. La lumière provenant d'objets plus éloignés, en passant près de ces lentilles, est déviée et déformée. Cela peut avoir pour conséquence que nous voyons l'image d'un objet distant agrandi, dédoublé, ou même étiré en forme d'arc. Imaginez maintenant que, entre nous et l'univers lointain, où se produisent les sursauts gamma,
se trouvent plusieurs amas de matière noire extrêmement massifs mais invisibles. Ceux-ci pourraient fonctionner comme un système complexe de lentilles et de miroirs, faussant la distribution réelle des sursauts gamma. Il est possible qu'en réalité, ces sursauts les soient vraiment répartis uniformément, mais que les lentilles gravitationnelles focalisent leur lumière venant de différentes régions vers un seul point de notre ciel. Ceci créerait l'illusion d'une concentration superdense. C'est une idée fascinante, mais elle n'est pas sans faille. Pour créer l'illusion d'une structure s'étendant sur 10 milliards d'années-lumière, il faudrait une configuration de lentilles gravitationnelles très spécifique et hautement improbable. De plus, les lentilles gravitationnelles introduisent généralement des distorsions caractéristiques dans les images des objets, distorsions que l'on pourrait détecter lors d'une analyse détaillée. Jusqu'à présent, aucune distorsion de ce type liée au sursaut gamma n'a été trouvée. Une autre possibilité, que nous avons déjà évoquée, n'est pas une illusion, mais ce que l'on appelle un biais de sélection. Peut-être observons-nous plus de sursauts gamma dans cette direction, non pas parce qu'il y a plus de galaxies, mais parce qu'il y a plus de galaxies d'un certain type où les sursauts gamma se produisent plus fréquemment. Par exemple, il est bien établi que les sursauts gamma longs, ceux utilisés dans l'étude, sont liés à la mort d'étoiles très massives. Ces étoiles ont une courte durée de vie et se trouvent principalement dans les galaxies à faible métallicité, c'est-à-dire peu riches en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, et à forte activité de formation stellaire. Et si le grand mur n'était pas tant une concentration de matière qu'une rivière de gaz primordial, où les conditions pour la formation de ces étoiles étaient particulièrement favorables à cette époque. Dans ce cas, la densité globale de matière pourrait ne pas être si anormalement élevée, mais elle nous est éclairée par une plus grande quantité de sursauts gamma. Cette hypothèse semble plus plausible et est plus difficile à réfuter sans données supplémentaires. Pour la vérifier, il faudrait là encore mener une étude directe des galaxies situées dans cette région. Nous devons déterminer si cette zone est effectivement dominée par des galaxies à faible métallicité et à taux élevé de formation d'étoiles. Si c'est le cas, l'énigme du grand mur deviendra moins cosmologique et plus astrophysique. Elle cesserait d'être un défi aux principes fondamentaux pour devenir une caractéristique intéressante mais explicable de l'évolution des galaxies. Mais s'il s'avère que les galaxies sont tout à fait ordinaires, et qu'elles sont simplement très nombreuses, alors nous reviendrons au problème initial, la violation du principe cosmologique. C'est pourquoi les futures observations sont cruciales. Elles devront nous aider à distinguer l'illusion ou l'erreur systématique d'une réalité véritable et potentiellement bouleversante. Imaginons un instant que nous vivions dans un univers où le principe cosmologique serait fondamentalement faux. À quoi ressemblerait ce monde ? Et surtout, quelles en seraient dans les implications pour nous ? Si l'univers n'était pas homogène à très grande échelle, cela impliquerait l'existence de régions aux propriétés radicalement différentes. Notre bulle observable ne serait alors qu'une simple province, parmi d'autres, au sein d'un gigantesque méta-univers. Peut-être vivons-nous dans une sorte de mégalopole cosmique, une région ultra-dense où les galaxies sont entassées les unes contre les autres, et qu'à des milliards d'années-lumière de nous commenceraient d'immenses déserts cosmiques, des zones où la densité de matière est 1000 fois plus faible et les galaxies extrêmement rares. Ou à l'inverse, peut-être que notre région n'est qu'un tranquille arrière-pays rural et que la Grande Muraille est la lisière d'un véritable centre du monde, encore plus dense et structuré. Dans un univers aussi hétérogène, les paramètres cosmologiques fondamentaux que nous mesurons pourraient ne pas être universels, mais purement locaux. Prenons l'exemple de la constante de Hubble, qui décrit la vitesse d'expansion de l'univers. Nous la mesurons en observant les galaxies qui nous entourent. Mais si nous nous trouvons dans une zone à forte densité, la gravitation locale pourrait ralentir légèrement cette expansion. Inversement, l'univers s'étendrait plus vite dans les régions moins peuplées.
Cela permettrait d'ailleurs de résoudre l'une des principales contradictions de la cosmologie moderne, ce que l'on appelle la tension de Hubble, où les valeurs mesurées par différentes méthodes ne concordent pas parfaitement. Il se pourrait qu'elles ne correspondent pas simplement parce qu'elles mesurent le taux d'expansion à des endroits et des époques différentes. De plus, si l'univers est anisotrope, c'est-à-dire si ses propriétés dépendent de la direction, les conséquences seraient également majeures. Par exemple, les lois physiques, ou même les constantes, pourraient déjà varier légèrement selon l'axe d'observation. Cela ressemble à une hérésie scientifique, mais certains chercheurs traquent déjà ce type d'anomalie, notamment dans la structure fine des spectres de lointains quasars. Pour l'instant, aucune preuve n'est concluante. Vivre dans un univers aussi hétérogène rendrait notre existence beaucoup moins prévisible. Nous ne pourrions plus garantir que les lois découvertes dans notre laboratoire de 93 milliards d'années-lumière seraient les mêmes dans des zones inaccessibles. Cela soulève des questions fondamentales sur la nature même de la science et les limites de notre savoir. Notre position dans l'univers pourrait être comparée à celle d'un ancien insulaire. Il a étudié son île de fond en comble, connaît chaque rocher, chaque arbre, et croit avoir cerné les lois de la nature. Mais il ignore qu'au-delà de l'océan existent d'autres continents, dotés de climats, de faune et de flore différentes. Le grand mur de Hercule-Couronne boréale pourrait être cette côte lointaine, à peine visible à l'horizon, signalant à cet insulaire que son monde est bien plus vaste et varié qu'il ne l'imaginait. Cela nous invite à plus de modestie dans nos prétentions à comprendre l'univers et à nous préparer à ce que, derrière la prochaine découverte, se cachent des révélations incroyables qui nous forceront à reconsidérer toutes nos certitudes. Lorsque nous nous penchons sur des théories aussi exotiques que celles des cordes cosmiques ou des multivers, il est essentiel de saisir qu'elles ne sont pas de simples fantaisies d'esprit. Ces concepts naissent au cœur de la physique théorique, dans une tentative d'apporter des solutions aux problèmes les plus profonds de notre compréhension du monde. Parlons plus en détail de leur origine. Prenons l'exemple de la théorie des cordes cosmiques. Elle est la conséquence directe de nombreux modèles de grande unification, JUT. Les physiciens aspirent depuis toujours à élaborer une théorie unifiée capable de décrire les 4 forces fondamentales de la nature, la gravité, l'électromagnétisme et les interactions nucléaires fortes et faibles, non pas comme des entités distinctes, mais comme les manifestations d'une seule et même force originelle. Dans l'univers primitif, sous des conditions d'énergie extrêmes, ces forces auraient été indissociables. C'est le refroidissement de l'univers qui aurait provoqué la rupture de cette symétrie, entraînant la séparation progressive de ces forces. Comme évoqué précédemment, de telles transitions de phase pourraient engendrer des défauts topologiques, et les cordes cosmiques en font partie. Par conséquent, si les théories de la grande unification se révèlent exactes, l'existence des cordes cosmiques devient quasi inévitable. Et si la Grande Muraille est leur trace, cela en ferait la preuve indirecte de toute cette grandiose architecture physique. Elle établit un lien stupéfiant entre l'échelle des structures galactiques géantes et celle des particules subatomiques et des forces fondamentales. Concernant le concept du multivers, il repose également sur des bases théoriques sérieuses. La notion de multivers inflationnaire, par exemple, est directement dérivée de la théorie de l'inflation cosmique, qui reste la meilleure explication à ce jour pour bon nombre de propriétés de notre univers, comme dit sa platitude et son homogénéité. Oui, cette même homogénéité que la Grande Muraille semble remettre en question. Selon cette théorie, l'inflation, une fois initiée, pourrait ne jamais cesser complètement. Elle s'arrête dans certaines zones, donnant naissance à des univers-bulles semblables aux nôtres, mais elle continue de s'étendre dans l'espace interstitiel, engendrant sans cesse de nouveaux univers. Cette perspective, baptisée inflation éternelle, est une conséquence logique des équations qui décrivent l'inflation. L'autre modèle,
le multivers découlant de la théorie des cordes, n'est pas non plus une simple fantaisie arbitraire. Pour être mathématiquement cohérente, la théorie des cordes exige des dimensions spatiales supplémentaires, dites compactifiées ou cachées. La géométrie de ces dimensions peut varier et chaque état géométrique possible, on estime leur nombre à 10 puissance 500, pourrait correspondre à un univers séparé, doté de son propre ensemble de lois et de constantes physiques. Notre univers n'est, en quelque sorte, qu'un unique point dans ce gigantesque paysage de possibilités. Bien sûr, tout cela reste pour l'instant dans le domaine des mathématiques et des hypothèses. Le défi majeur est que ces théories font appel à des énergies et des échelles que nos expériences actuelles ne peuvent atteindre. Nous ne pouvons pas construire d'accélérateurs capables de tester la grande unification, ni jeter un œil dans un autre univers. C'est pourquoi la cosmologie se transforme en un laboratoire unique. Des anomalies telles que la Grande Muraille pourraient bien être notre unique fenêtre d'observation sur le monde de cette nouvelle physique. Elles sont peut-être les fossiles qui nous permettront de reconstituer l'apparence des dinosaures ayant vécu à l'époque exotique de l'univers primordial. C'est ce qui rend leur étude si captivante et essentielle. Posons-nous une autre question cruciale. Comment les différentes structures géantes découvertes dans l'univers s'articulent-elles? La Grande Muraille d'Hercule couronne. Boréale est-elle un phénomène unique ou fait-elle partie d'une image globale bien plus vaste que nous commençons à peine à entrevoir? Nous avons déjà évoqué la Grande Muraille de Sloan et l'énorme groupe de quasars. Il existe d'autres candidats pour le titre de structure supralarge. Prenons par exemple le anneau de GRB. Une structure en forme d'anneau composée de 9 sursauts gamma d'un diamètre de plus de 5 milliards d'années-lumière. Ou encore le superamas de Laniakea, dont notre propre galaxie fait partie, une région liée gravitationnellement qui s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière. Tous ces objets démontrent qu'à l'échelle de centaines de millions à plusieurs milliards d'années-lumière, l'univers possède une structure hiérarchique très complexe. Les galaxies se regroupent, les groupes forment des amas, les amas s'organisent en superamas, et ces superamas s'alignent en filaments et en murs, créant ainsi la fameuse toile cosmique. Le modèle standard de la cosmologie décrit bien cette hiérarchie, mais seulement jusqu'à une certaine limite. La Grande Muraille d'Hercule couronne boréale sort complètement de ce cadre, étant un ordre de grandeur plus grande que tout le reste. Une hypothèse fascinante est que toutes ces structures pourraient être liées. Il est possible que la toile cosmique ne comporte pas un, mais plusieurs niveaux de hiérarchie. Ce que nous percevions comme les plus grands filaments pourraient n'être en réalité que de fines fibres au sein de cordes beaucoup plus épaisses. La Grande Muraille serait alors l'une de ces cordes, et les autres structures géantes, des fragments ou des formations voisines, moins prononcées. Cette idée nous mène à la notion de l'univers fractal. Une fractale est une structure autosimilaire qui présente la même apparence à différentes échelles. Imaginez un flocon de neige. Chaque rayon répète la forme générale du flocon et chaque ramification répète la forme du rayon. Dans les années 70 et 80, certains cosmologues ont spéculé que l'univers pourrait être organisé selon ce principe fractal. La distribution des galaxies dans un amas ressemblerait à celle des amas dans un superamas, et ce, à l'infini. Dans un tel univers, il n'y aurait pas de limite supérieure à la taille des structures, et le principe cosmologique serait invalide. Cependant, des observations plus récentes et précises, comme le Sloan Digital Sky Survey, ont prouvé le contraire. À des échelles dépassant quelques centaines de millions d'années-lumière, la structure fractale semblait disparaître et l'univers devenait homogène. L'identification de la Grande Muraille nous force toutefois à reconsidérer cette hypothèse, même sous une forme modifiée. Il est possible que l'univers ne soit pas strictement fractal, mais qu'il ne soit pas non plus entièrement homogène. Peut-être existe-t-il des niveaux d'organisation discrets, et nous venons d'en découvrir le tout dernier, le plus haut.
Cela signifierait que notre cosmos est bien plus complexe que nous le pensions. Ce n'est pas seulement une éponge uniforme, mais une construction complexe, à plusieurs niveaux, dont les lois restent encore à déchiffrer. Et chaque nouvelle superstructure découverte sera un fragment supplémentaire de ce gigantesque puzzle que nous essayons d'assembler. Quel impact la découverte du Grand Mur et les débats qui l'accompagnent a-t-elle sur les scientifiques eux-mêmes, sur la dimension humaine de la science? C'est un parfait exemple du processus scientifique en action. Ce n'est pas un chemin lisse menant de l'ignorance au savoir, mais plutôt une route turbulente, pleine de controverses et d'oppositions. D'un côté, nous avons le groupe de chercheurs à l'origine de cette découverte. Ils sont convaincus de la justesse de leurs résultats. Ils ont mené une batterie de tests rigoureux et ont publié leurs travaux dans des revues à comité de lecture. Pour eux, ce grand mur est une réalité qui appelle une explication. Ils se sentent très certainement comme des pionniers qui, ayant regardé au-delà de l'horizon, ont aperçu quelque chose qui est sur le point de transformer notre vision du monde. Ils sont prêts à défendre leur position bec et ongle lors de conférences, dans des articles, et face à leurs collègues sceptiques. De l'autre côté, il y a la communauté scientifique, intrinsèquement conservatrice. Et c'est une bonne chose. La science ne doit pas accepter à la légère chaque annonce sensationnelle. Sa mission est de remettre en question, de vérifier et de revérifier. Les sceptiques ne cherchent pas nécessairement à réfuter la découverte. Ils veulent s'assurer de sa robustesse et de sa fiabilité. Ils pointent les faiblesses méthodologiques, proposent des explications alternatives et exigent de nouvelles confirmations indépendantes. Ce processus peut être très frustrant pour les découvreurs initiaux, mais il est absolument vital pour la bonne santé de la science. Il agit comme un filtre indispensable qui écarte les erreurs, les coïncidences fortuites et les conclusions hâtives, ne laissant passer que les faits les plus solides et les plus éprouvés. Entre ces deux pôles se trouve la majorité des scientifiques qui adoptent une position attentiste. Ils reconnaissent que la découverte est intrigante, qu'elle signale un problème potentiel dans le modèle standard, mais ils ne sont pas prêts à réécrire les manuels scolaires tant qu'ils n'auront pas de preuves plus convaincantes. Ils suivent la discussion, attendent de nouvelles données et planifient peut-être eux-mêmes de futures observations pour éclaircir cette énigme. Cette histoire démontre également l'importance cruciale de l'interdisciplinarité dans la science moderne. La découverte a été faite par des astrophysiciens observateurs. Mais pour l'expliquer, il faut des théoriciens spécialisés en cosmologie, en physique des particules élémentaires et en théorie des cordes. Il faut des statisticiens pour évaluer la fiabilité des données. Il faut des ingénieurs pour concevoir de nouveaux télescopes plus performants. L'énigme du Grand Mur fédère ainsi les efforts de centaines de personnes issues des domaines scientifiques les plus variés. Et bien sûr, de telles découvertes suscitent un immense intérêt auprès du grand public. Elles stimulent l'imagination, nous forçant à réfléchir aux questions les plus fondamentales. Comment l'univers est-il structuré? Sommes-nous seuls? Qu'y a-t-il au-delà du connu? Elle nous rappelle que la science n'est pas un recueil de faits austères tirés d'un manuel, mais une aventure vivante et palpitante, pleine de mystères et de rebondissements inattendus. Et même si, au bout du compte, le Grand Mur s'avère n'être qu'un artefact statistique, la simple discussion qu'il a engendrée aura été d'une immense utilité, obligeant les scientifiques à réexaminer leurs modèles sous un nouvel angle et à développer de nouvelles méthodes pour tester le principe cosmologique. Projetons-nous dans un avenir extrêmement lointain. Quelle sera la destinée de structures gigantesques, comme le Grand Mur, au sein d'un univers en expansion éternelle? Notre univers semble promis à une vieillesse froide et solitaire. L'énergie sombre, cette force mystérieuse qui repousse les galaxies, va dominer de plus en plus au fil du temps. Aujourd'hui déjà,
nous observons que des galaxies lointaines s'éloignent de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Cela ne contredit pas la théorie de la relativité, car c'est l'espace lui-même qui s'étire. Cela signifie que nous vivons dans un univers doté d'un horizon des événements. La lumière des galaxies situées au-delà de cet horizon ne nous parviendra jamais. Et, à mesure que l'expansion s'accélérera, cet horizon se rapprochera inexorablement. Les galaxies que nous apercevons aujourd'hui vont disparaître derrière lui, les unes après les autres. Dans 100 milliards d'années, un observateur situé dans notre galaxie ne pourra voir que les galaxies de notre groupe local, liées gravitationnellement et donc inséparables. Toutes les autres galaxies auront disparu. Leur lumière sera tellement étirée par l'expansion qu'elle deviendra invisible. L'univers, au-delà de notre petit groupe insulaire, deviendra absolument noir et vide. Mais qu'adviendra-t-il du grand mur lui-même ? Il ne pourra pas éternellement résister à la force toute puissante de l'énergie sombre. Bien que les superamas à l'intérieur de cette structure soient enliés par la gravité, la structure entière, elle, ne l'est probablement pas. 10 milliards d'années-lumière, c'est une distance trop colossale pour que la gravité puisse la maintenir comme une entité unique. Par conséquent, l'expansion accélérée de l'espace la déchirera lentement, mais sûrement. Les superamas qui constituent ce mur commenceront à s'éloigner les uns des autres, se précipitant au-delà de l'horizon cosmique. Dans des billions d'années, il ne restera plus aucune trace de ce monument gigantesque. Il sera dissous dans le vide en expansion. Voilà un tableau plutôt mélancolique. Nous vivons actuellement une ère cosmologique unique. Nous sommes apparus assez tard dans l'univers pour que les galaxies et les étoiles aient pu se former, mais suffisamment tôt pour pouvoir encore observer les traces du Big Bang et l'architecture grandiose du cosmos. Les futures civilisations, si elles émergent dans des billions d'années, vivront dans un monde totalement différent. Elles n'apercevront que leur propre groupe de galaxies et penseront que c'est là l'étendue de l'univers. Elles n'auront jamais connaissance du Big Bang, du rayonnement fossile, de la toile cosmique, ni même du grand mur des Hercule couronne boréale. La connaissance de notre véritable origine et de l'échelle grandiose du cosmos sera perdue pour elles à jamais. Cela nous impose, en tant que civilisation, une responsabilité particulière. Nous sommes les témoins de l'âge d'or de la cosmologie. Nous devons absolument collecter un maximum d'informations sur notre monde avant qu'il ne disparaisse derrière le voile de l'obscurité éternelle. Chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle carte de l'univers est un message que nous laissons à la postérité, une bouteille à la mer témoignant de ce qu'était réellement notre univers durant sa jeunesse turbulente. Pour conclure ce périple, arrêtons-nous un instant sur la portée philosophique de cette découverte. Que nous révèle-t-elle sur notre place dans l'univers et sur la nature même du savoir? Depuis toujours, l'humanité cherche à mettre de l'ordre dans le chaos apparent du monde. Nous avons été en quête de lois simples et élégantes, capables de décrire l'infinité des phénomènes. Le principe cosmologique représentait l'apogée de cette ambition. Il nous offrait une image rassurante et prévisible de l'univers, un endroit sans désordre, régi par les mêmes règles partout, où notre petit coin n'était ni meilleur ni pire qu'un autre. Le grand mur d'Hercule couronne boréale brise cette illusion d'une main de fer. Il nous rappelle brutalement que l'univers n'a aucune obligation de se conformer à nos idéaux de simplicité et d'ordre. Il peut être étrange, asymétrique, rempli d'anomalies et d'exceptions. Il n'a pas été créé pour que nous puissions le comprendre facilement. Cette découverte est une leçon d'humilité intellectuelle. Nous avons souvent tendance à croire que nos théories actuelles représentent la vérité ultime, l'aboutissement de tout savoir. Mais l'histoire des sciences prouve que chaque théorie dite définitive n'est, tôt ou tard, qu'une approximation, un simple tremplin vers une compréhension plus profonde.
La théorie de Newton a été supplantée par celle d'Einstein, non parce que Newton avait tort, mais parce que sa théorie avait des limites de validité. Il est probable que notre modèle cosmologique standard, basé sur ce principe d'uniformité, ne soit lui aussi qu'une approximation efficace uniquement à petite échelle, quelques milliards d'années-lumière, mais qui s'écroule dès que nous regardons plus loin. Le grand mur est le doigt pointé vers les limites de nos connaissances actuelles. Il nous dit, au-delà de cette ligne, l'inconnu commence. Vos anciennes cartes ne sont plus valables ici. Il est temps d'explorer de nouvelles idées et de faire de nouvelles découvertes. Loin d'être une raison de se décourager, c'est au contraire une source de profonde inspiration. La pire chose qui pourrait arriver à la science serait que nous ayons tout découvert et répondu à toutes les questions. Les mystères et les énigmes sont le carburant qui fait avancer la recherche. Et le grand mur est l'un des plus grands mystères auxquels la cosmologie moderne ait jamais été confrontée. Il garantit que la prochaine génération d'astronomes et de physiciens aura beaucoup de travail passionnant devant elle. Enfin, cette découverte renouvelle notre sentiment de la grandeur et de l'échelle du cosmos. Nous vivons sur une minuscule planète autour d'une étoile insignifiante, dans une galaxie parmi des centaines de milliards. Et cette réalité n'est qu'une partie d'une structure, qui elle-même n'est qu'un détail d'une construction encore plus colossale, dont la taille et la nature défient notre imagination. Ce sentiment de notre propre insignifiance face à l'univers peut être effrayant, mais il est aussi profondément libérateur. Il nous affranchit des petites préoccupations terrestres et nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de vraiment immense et merveilleux. Et nous avons le privilège unique, ne serait-ce que pendant la brève étincelle de notre existence, de toucher à ces grands mystères et de tenter de les percer. Ainsi, notre long et paisible voyage jusqu'aux confins de l'univers observable arrive à son terme. Nous avons vu les lueurs aléatoires d'étoiles lointaines et mourantes s'assembler pour former une image de quelque chose d'incroyable. Nous sommes tombés sur une structure si vaste qu'elle ne devrait tout simplement pas exister. Le grand mur de Hercule-Couronne boréale n'est pas seulement un amas de galaxies. C'est un véritable défi lancé à notre compréhension du cosmos. Il remet en question le principe fondamental d'homogénéité sur lequel toute la cosmologie du XXe siècle a été bâtie. Cela nous force à envisager les idées les plus audacieuses et les plus fantastiques. Des reliques du Big Bang sous forme de cordes cosmiques, aux cicatrices laissées par la collision avec des univers parallèles. Peut-être n'est-ce qu'un mirage statistique, un jeu du hasard, ou une simple erreur d'observation. Mais peut-être est-ce la première preuve concrète que notre univers est bien plus complexe, diversifié et mystérieux que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Quel retournement de situation, n'est-ce pas? Nous pensions avoir tracé la carte générale du monde, et il s'avère qu'un tout nouveau continent pourrait se cacher au-delà de ses frontières. Cette histoire est une magnifique illustration du fonctionnement de la science. Elle n'a pas peur des anomalies. Au contraire, elle les recherche car ce sont justement ces mystères, ces objets incorrects, comme le grand mur, qui nous poussent en avant, nous obligeant à créer de nouvelles théories et à faire de nouvelles découvertes. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à plonger dans l'une des plus grandes énigmes des sciences naturelles modernes. J'espère que ce voyage a été pour vous non seulement instructif, mais aussi apaisant. Si ce contenu vous a plu, veuillez soutenir la chaîne. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines conférences pour le sommeil sur les mystères de l'univers. Et maintenant, avant que vous ne vous endormiez définitivement, j'aimerais vous poser une question. Écrivez dans les commentaires laquelle des théories qui expliquent la nature du grand mur vous semble la plus probable ou tout simplement la plus belle. Les cordes cosmiques, le multivers ou quelque chose d'entièrement différent? Bonne nuit et faites de beaux rêves de mondes lointains.